Oui, on croit généralement, enfin, y compris les historiens les plus réputés, pensent que euh, la déclaration de guerre d'août 14 est une espèce de brutal coup plus que de semonce, un coup fatal pour le cinéma français notamment. Et en réalité, c'est pas si simple, évidemment. La production, elle ne s'arrête pas du jour au lendemain. Elle essaie même de continuer, elle essaie de survivre, tout simplement. La production, c'est elle, évidemment, qui est touchée de plein fouet, puisque les hommes, et notamment, évidemment, les équipes, les ouvriers, les techniciens, etc., sont requis par le front. Il y a aussi les restrictions, c'est-à-dire qu'une usine comme celle, par exemple, de Gaumont, et ça se pose aussi pour Pathé, on peut appeler ça une usine, l'usine des Buttes-Chaumont se trouve frappée par la pénurie. Le charbon est rare, donc on ne peut plus chauffer. L'électricité est rare aussi, par voie normale. Et puis, il y a même des problèmes d'hébergement. Un certain nombre de studios sont occupés pour y loger les blessés, les permissionnaires. Enfin, il y a on peut dire une grande pagaille pendant l'hiver de 14-15. Ça s'arrange lentement pendant le printemps 15, parce qu'il faut bien fournir les salles. En ce qui concerne Gaumont, par exemple, il faut bien nourrir, passez-moi l'expression, l'énorme gueule du Gaumont Palace, avec ses milliers de places. Et alors, Léon Gaumont, le patron de Gaumont, par exemple, puisque je suis là pour parler de ça essentiellement, a fait construire à Nice un studio, dans les faubourgs de Nice, dans la banlieue de Carras. Et donc, il y a, pendant l'hiver, envoyé les équipes qui continuaient à pouvoir travailler. Et c'est là que naît, au printemps 15, et pendant toute la guerre, une sorte de nouvelle cinématographie qui a pour cadre le site enchanteur de la Côte d'Azur, et pour conséquence de traiter des sujets qui mettent en scène des blessés. On voit très rarement le front dans les films. On le voit un petit peu parce que c'est compliqué, évidemment, et puis on sait bien que c'est pas comme ça que ça se passe. Mais enfin, on essaie d'évoquer les tranchées parfois, mais avec beaucoup de difficultés. Et évidemment, la plupart des films ont un contexte hospitalier, si j'ose dire. Il y a énormément, les jeunes premières et même les vieilles premières sont priées de quitter leurs atours familiers et de devenir de valeureuses infirmières. Et la plupart des films patriotiques, en tout cas, parce qu'il ne faut pas oublier que la production des films dits normaux continue. On tourne des comédies, ça n'arrête pas. Enfin, ça a arrêté un petit peu, mais le flot scénaristique n'a pas cessé. On n'a pas du jour au lendemain arrêté de produire des comédies, par exemple. On continue à tourner des comédies sur la Côte d'Azur et ailleurs. Et donc ces films dits patriotiques ont une teinture très particulière, puisqu'ils sont censés généralement se passer dans des lieux épargnés par la guerre. Il n'y a pratiquement pas de films qui ont pour cadre le nord, les zones de guerre. Vous voyez, ce sont des scénarios qui prennent racine dans cette espèce d'univers étrange qui est la convalescence. Ce sont des films de convalescence. Les films patriotiques, en tout cas chez Gaumont et aussi chez Pathé, sont des films qui se passent très généralement autour du retour d'un grand blessé du front. Feuillade est d'abord mobilisé très vite, donc il abandonne son poste, ce qui produit d'ailleurs un grand drame dans la maison Gaumont, puisque c'est Perret qui, lui, est réformé. C'est un gros malin, Perret, chacun sait ça. Il est réformé, il ne va pas tarder à partir aux États-Unis d'ailleurs. C'est à lui que revient le gros de la production. Il en profite pour demander
beaucoup plus d'argent que Feuillade, ce qui ne plaît pas du tout à la direction. C'est un drame célèbre de la petite histoire du cinéma, dont Léon Gaumont se plaint à Feuillade dans sa correspondance. Mais enfin, Perret est le patron pendant quelques temps, et assez longtemps, en attendant le retour de Feuillade, qui lui aussi va être réformé. Il a la haute main sur la production de guerre notamment, mais aussi sur les comédies, etc. Il est vraiment le patron artistique pendant l'absence de Feuillade. J'estime Feuillade, on ne peut pas ne pas estimer Feuillade, mais j'ai évidemment une passion très, très forte pour Léonce Perret, qui généralement, comme vous le savez sans doute, a été longtemps considéré comme un sous-fifre, alors que c'est une erreur. C'est une erreur des historiens, c'est une erreur notamment de Sadoul, qui a découvert Perret par hasard, alors que Perret est un grand. Et il est vrai qu'il a eu une fin de carrière un peu compliquée, il a une espèce de déchéance stylistique. Mais les années 10 pour Perret sont les années d'effervescence. C'est un créateur, Perret. Et c'est un homme qui travaille énormément. La production de Perret est gigantesque. Oui, on n'a pas réussi à découvrir l'identité de... Mais ça, peut-être, ça viendra. Asile de guerre est par ailleurs un film passionnant, puisque, évidemment, il amène la preuve qu'il y avait tout un système de commandes, je dirais, de société, humanitaire, etc., avec le rôle de la Suisse, qui est très peu connu aujourd'hui dans la guerre, avec cette plaque tournante qui était la Suisse, où il y avait des échanges de prisonniers vers la France, mais aussi vers l'Allemagne. Enfin, les Suisses étaient très, très actifs, et d'ailleurs pas si bons qu'on veut bien le dire dans ce film, parce que les soldats étaient dans des camps de concentration, comme ils l'ont été d'ailleurs dans les années 40 en Suisse. Il y a eu des drames affreux en Suisse à cause de ça, avec ce système de plaques tournantes, d'échanges, de gens qui ne pouvaient pas payer, enfin bon, passons. Mais effectivement, ce film qui se passe au bord du lac de Thun est passionnant à cause de ça. Puis on y voit, en plus, c'est à peine fictionnel. On y voit les vrais locaux de cette association d'échange de prisonniers, etc. C'est tout à fait passionnant. On reconnaît le style chez 2 ou 3 réalisateurs, mais pas tellement. Feuillade, on reconnaît très, très, très vite, parce qu'il y a un opérateur qui est en même temps le monteur. Donc on reconnaît l'espèce de classicisme du montage aussi. On reconnaît très, très bien Perret tout de suite, parce que lui, c'est un fantaisiste, un boulevardier qu'il adore les femmes, les fleurs, tout ce qui est un petit peu limitrophe, si vous voulez. Et il est vrai que dans ce film, qui est l'un des plus jolis de la sélection, qui s'appelle Marraine de France, on reconnaît immédiatement la touche Perret. Beaucoup de films sont incomplets, il faut le savoir. Vous savez, sans vouloir nous tresser des couronnes, c'est un tour de force de réussir à reconstituer certains films, parce que dans certains cas, il manque un tiers des images, par exemple. Et grâce au fait que les scénarios, alors Dieu merci, ont été très souvent déposés, ça c'était une règle absolue, on déposait les scénarios comme on dépose les livres à la Bibliothèque nationale, on a pu pallier un peu cette difficulté. Mais c'est pas commode. Et puis certains films en souffrent aussi, parce qu'il y a des développements qu'on ne connaît pas. Oui, bien sûr, bien sûr. Dans la mesure où on ne touche pas au grotesque, si vous voulez, ou à la caricature, on a été jusqu'où on pouvait aller au plus loin. Mais enfin, c'est parfois difficile. Et c'est effectivement un problème ça, c'est le problème que se posent tous les gens qui restaurent les films. Jusqu'où on peut aller? Est-ce qu'on a le droit de remettre les bras de la Vénus de Milo? Alors la cadence, ça, nous sommes formels là-dessus. Dieu merci, nous y veillons. Encore qu'il y a beaucoup de questions qui se posent, parce que la cadence n'était pas toujours la même. La cadence à la projection, bah oui, évidemment.
l'ECADES, à l'enregistrement du film n'était pas la même, celle non plus de la diffusion du film. Enfin, on arrive à une espèce de moyenne, si vous voulez, qui est quand même à peu près correcte, je pense, dans la plupart des cas. Quant à la coloration, alors il y a actuellement chez Gaumont une sorte de charte, si vous voulez, qui fait que on a renoncé à barioler les films comme il l'était à l'époque. On garde donc, dans la mesure du possible, l'espèce de beauté du noir et blanc, parce qu'on pense que c'est quand même un atout singulier de ces films-là, qui étaient quand même tournés en noir et blanc. Et on simplement, dans la plupart des cas, on indique par une coloration bleue les scènes de nuit qui ont un autre sens si on ne les colore pas. Voilà, c'est tout. Mais on a renoncé, parce qu'il y a eu des excès. Dans les dernières années, d'un seul coup, les restaurateurs se sont mis à mettre des couleurs partout. Ils avaient un peu raison. Mais bon, il y a aussi le regard contemporain. On ne peut pas non plus... enfin, on peut, mais bon, je crois que c'est pas très juste. Parce que le regard contemporain n'est pas le même, tout simplement. Et que les gens d'aujourd'hui n'ont pas obligatoirement envie, pour les scènes d'incendie, d'avoir de la pellicule rouge. Vous voyez ce que je veux dire? Je crois une espèce de mépris, est-ce que c'est le mot? Enfin, de méconnaissance, je dirais, du matériau d'origine pour la plupart des gens qui font des montages pour la télévision, par exemple, puisqu'il faut bien en parler de ça. On va parler des séries sur 14-18, etc. Je trouve que c'est un peu... c'est une régression pour moi. Je pense que les derniers films de montage, en France notamment, sur la guerre et d'autres sujets, sont déjà très loin de nous en arrière. Les historiens du cinéma qui connaissent un peu ces périodes, ils sont rares, notamment en France. Dieu merci, il y a les pays anglophones qui, eux, sont effervescents. On le voit dans les festivals consacrés au cinéma muet, notamment. Enfin, c'est pas follement brillant, tout ça. Je veux dire, c'est pas... Et puis, il n'y a pas de résultat. Je veux dire, on n'a pas beaucoup de moyens en France pour exhumer tout ça et magnifier tout ça. Il faut se féliciter, par exemple, que chez Gaumont, on puisse travailler, moi par exemple, ma personne, puisse travailler depuis tant d'années péniblement, je parle pour moi, remettre à jour certaines œuvres qui seraient aujourd'hui totalement oubliées, enfin, totalement versées dans une espèce de puits sans fond. Alors j'espère aussi que, par exemple, grâce à la Fondation Pathé, il va y avoir aussi un mouvement de restauration de tout le fonds Pathé. Mais je ne sais pas. C'est l'argent toujours. Monnaie.